C'était un mardi soir comme les autres à Paris. L'air était vif, porteur du parfum subtil des feuilles d'automne et de la promesse de journées plus fraîches à venir. Je me souviens avoir pensé à quel point la ville paraissait belle alors que je longeais le quai de la Seine, le fleuve étincelant sous les derniers rayons du soleil. Je n'avais aucune idée qu'en quelques minutes, tout mon univers allait être bouleversé. Je rentrais chez moi après une longue journée au bureau, l'esprit déjà tourné vers un bon repas chaud et une soirée réconfortante. La radio diffusait en fond un air pop quelconque, sans grande originalité, que j'avais sans doute entendu une centaine de fois. En approchant du Pont-Neuf, je remarquai que la circulation ralentissait. Rien d'extraordinaire à cette heure, me dis-je. C'est alors que tout bascula. En une fraction de seconde, le calme du soir fut déchiré par le crissement strident des pneus et le sinistre fracas du métal. Un violent choc me secoua, et soudain ma voiture se mit à déraper incontrôlablement. Le monde extérieur se mua en un flou d'ombre et de lumière tandis que je luttais désespérément pour reprendre le contrôle du volant. Je me souviens des détails les plus étranges de ces quelques secondes, la manière dont ma tasse de café s'était envolée du tableau de bord, répandant son contenu sur le pare-brise, le bref aperçu d'un visage terrifié dans une autre voiture, le silence assourdissant qui engloutit tout, avant que le vacarme de l'impact ne reprenne de plus belle. Puis vint le choc. Ce fut comme être percuté par un train de marchandises. L'airbag explosa en pleine figure et je fus projeté en avant, puis repoussé contre mon siège. Le bruit du verre qui se brisait inonda mes oreilles alors que les fenêtres implosaient, me recouvrant de milliers de minuscules éclats scintillants. À cet instant, le temps sembla s'étirer et se déformer, chaque seconde devenant une éternité. Lorsque la voiture finit par s'immobiliser, un silence étrange s'installa. Seul le sifflement de la vapeur s'échappant du capot cabossé et le lointain hurlement des sirènes parvenaient à rompre cette quiétude. J'essayai de bouger, mais une douleur fulgurante irradia dans tout mon corps. Ma vision se brouilla et j'eus le goût du sang en bouche. La panique s'installa à mesure que je réalisais être prisonnier de ce chaos. Je ne sais pas combien de temps je restai là, dérivant entre conscience et inconscience. Des voix, urgentes et inquiètes, se faisaient entendre autour de moi. Je sentis des mains se précipiter vers moi, entendis le gémissement métallique d'un appareil de désincarcération forçant l'ouverture de ce qui restait de ma voiture. Quelqu'un me parlait, m'exhortait à rester éveillé, m'assurant que de l'aide était là. Mais leurs mots me parvenaient comme de lointains échos, comme si je m'exprimais sous l'eau. La prochaine chose dont je me souvins, c'est d'avoir été soulevé sur une civière. Le ciel de la nuit, obscurci par des visages inquiets et des gyrophares clignotants, se mêlait aux bribes de conversation, multiples fractures, hémorragie interne, direction l'hôpital Pitié-Salpêtrière. La gravité de la situation s'imposa peu à peu, et une vague de peur m'envahit. Le trajet en ambulance fut un flou de mouvements et de bruit. Les ambulanciers s'affairaient autour de moi, leurs voix tendues mais professionnelles. J'aurais voulu demander ce qui se passait, à quel point c'était grave, mais ma voix m'avait trahi. La douleur, omniprésente, semblait venir de partout. Je fermai les yeux, cherchant à fuir dans l'obscurité. À mon réveil, je me trouvais dans un univers différent. Le chaos du lieu de l'accident avait laissé place au calme aseptisé d'une chambre d'hôpital. Des machines bourdonnaient autour de moi, leur rythme régulier rappelant sans cesse la précarité de ma situation. J'essayais de bouger, mais je constatais que je ne pouvais rien faire d'autre que rester immobile, mon corps couvert de plâtre, de bandages et de tubes. L'ampleur de ce qui venait de se passer me submergea alors. J'étais seul dans ce lit d'hôpital, brisé et impuissant. La pièce, immense et déserte, accentuait ma solitude écrasante. Où étaient mes parents? Mes amis? N'y aurait-il personne pour veiller sur moi? Seuls les pas résonnants dans le couloir ou le murmure lointain de voix perturbaient le silence oppressant. Au fil des heures, je me retrouvais prisonnier non seulement de mes blessures, mais aussi de mes pensées.
Chaque bip du moniteur cardiaque, chaque goutte de perfusion semblait répéter inlassablement la même question: comment avais-je atterri ici? Les analgésiques atténuaient la douleur physique, mais rien n'apaisait le tumulte émotionnel qui grandissait en moi. Je repensais à ma vie, à tous les projets que j'avais conçus. Pourrais-je un jour les réaliser? L'incertitude quant à l'étendue de mes blessures pesait lourdement sur moi. Personne ne m'avait expliqué exactement la gravité de mon état, et j'avais trop peur de poser la question. Alors, je restais là, laissant mon imagination dépeindre les pires scénarios. La nuit tomba et l'hôpital se fit plus silencieux. L'obscurité accentuait ma solitude. J'écoutais chaque bruit, les pas d'une infirmière, le grincement d'un chariot, n'importe quel signe de vie pour me rappeler que je n'étais pas totalement abandonnée. Mais la nuit resta obstinément muette, me laissant seule avec mes peurs et mes regrets. Alors que l'épuisement commençait enfin à m'envahir, je me fis la promesse suivante: si je survis à cette épreuve, les choses seraient différentes. Je vivrais pleinement, savourerais chaque instant, et dirais aux personnes qui comptaient pour moi à quel point elles étaient importantes. C'était une promesse née de la peur et du désespoir, mais à cet instant, elle semblait être la chose la plus essentielle au monde. Je n'avais aucune idée que ceci n'était que le début d'un périple qui me mettrait à l'épreuve de façon inimaginable. Tandis que je sombrais dans un sommeil agité, les premières lueurs de l'aube commençaient à poindre à travers la fenêtre. Un nouveau jour se levait, porteur de défis et de révélations qui allaient changer ma vie à jamais. Les jours qui suivirent l'accident se confondirent dans une brume de douleur et de médication. Mon univers se rétrécit aux murs aseptisés de ma chambre à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, un espace à la fois étouffant et étrangement infini. Le bip régulier des machines devint mon compagnon constant, une mélodie monotone ponctuant un silence apparemment sans fin. Je passais des heures à fixer le plafond, dessinant du regard les motifs des carreaux, jusqu'à ce que je puisse fermer les yeux et les revoir en rêve. L'odeur d'antiseptique imprégnait tout, rappel constant de mon lieu et de ma condition. Même la nourriture, lorsque je parvenais à la supporter, n'avait le goût que d'un repas d'hôpital. Les infirmières allaient et venaient, vérifiant mes constantes et ajustant mes perfusions avec efficacité. Elles étaient aimables, à leur manière, mais toujours pressées, toujours en route vers le patient suivant. J'aspirais à voir un visage familier, à ce que quelqu'un s'assoie à mes côtés pour me murmurer que tout irait bien. Mais au fil des heures, marquées seulement par le changement d'équipe ou la visite occasionnelle d'un médecin débordé, je compris qu'aucun secours ne viendrait. Où étaient mes parents? Mes amis? Avais-je bien laissé leurs coordonnées à l'hôpital, ou cela s'était-il perdu dans le tumulte de l'accident? Les questions tourbillonnaient dans mon esprit, prenant de l'ampleur avec chaque journée qui passait. J'imaginais mon téléphone, probablement brisé dans le choc, débordant d'appels manqués et de messages. Est-ce que quelqu'un savait vraiment que j'étais là? À mesure que mon corps commençait à guérir, le fardeau émotionnel de mon isolement devenait insupportable. Je repassais sans cesse en boucle l'accident, me demandant, et si j'étais parti quelques minutes plus tard du travail? Et si j'avais emprunté un autre chemin? Si, se succédaient sans fin, fut-il mais incessant. Un soir particulièrement sans sommeil, je demandai à une infirmière de nuit un stylo et du papier. Elle parut surprise, c'était peut-être la première fois que je sollicitais quelque chose d'autre qu'un médicament contre la douleur et revint quelques minutes plus tard avec un carnet usé et un crayon épais. Ce soir-là, je me mis à écrire. Au début, ce n'était qu'un enchevêtrement de pensées et d'émotions, un flot de conscience coulant de mon esprit sur la page. J'écrivais sur l'accident, sur la douleur, sur cette solitude écrasante. J'y consignais mes peurs pour l'avenir et mes regrets du passé. Les mots affluaient, remplissant page après page. Au fil des jours, mon écriture gagna en clarté. Je repensais à ma vie d'avant l'accident. Étais-je vraiment heureux, ou n'étais-je qu'en train de survivre, pris dans la routine quotidienne sans jamais vivre pleinement?
Je songeais à mon travail dans une jeune pousse technologique du quartier de Station F, aux longues heures passées à gravir les échelons. Mais à quoi servaient tous ces sacrifices? J'écrivais également de mes relations, ou plutôt de leur absence. Des amis que j'avais perdus de vue parce que j'étais toujours trop occupée. Des dîners en famille que j'avais sautés à cause de délais professionnels. Même mes parents, quand avait-on eu une vraie conversation, au-delà des appels téléphoniques obligatoires lors des fêtes? Plus j'écrivais, plus je prenais conscience de mon éloignement des choses essentielles. J'avais été tellement absorbée par la quête du succès, par l'envie de percer dans la scène technologique parisienne, que j'avais laissé tout le reste s'effacer. Et maintenant, allongée seule dans ce lit d'hôpital, toute cette réussite semblait dénuée de sens. Un après-midi, environ une semaine après mon admission, un kinésithérapeute nommé Michel vint me voir. Il fut la première personne à prendre le temps de me parler, au-delà de mon état médical. En m'aidant à réaliser quelques exercices doux, il s'enquit de ma vie, de mon travail, de mes passions. Peu à peu, je m'ouvris à lui, partageant des pensées que je n'avais jusque-là mises sur papier. Michel écoutait sans juger, offrant des mots d'encouragement pendant que je luttais contre la douleur physique et le poids émotionnel de ma situation. Avant de partir, il me dit quelque chose qui resta gravé dans mon esprit: on t'a offert une seconde chance, tu sais. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce que tu en feras, c'est ce qui comptera. Ces mots résonnèrent longtemps en moi. Une seconde chance. Mais une seconde chance pourquoi? Pour reprendre la vie que je menais avant l'accident? Plus j'y pensais, plus je réalisais que ce n'était pas ce que je désirais. Mais qu'est-ce que je voulais, alors? Je repris mon carnet, cette fois avec une détermination nouvelle. Je commençai à écrire sur l'avenir, non pas celui que j'avais toujours imaginé, mais celui que je désirais réellement. J'y inscrivais l'idée de renouer avec d'anciens amis, de passer plus de temps en famille. J'y écrivais mon souhait de trouver un travail épanouissant, non seulement lucratif. Je parlais de voyage, d'apprendre de nouvelles compétences, de toutes ces choses que j'avais repoussées faute de temps. À mesure que les mots s'écoulaient, une lueur d'espoir s'alluma en moi. Pour la première fois depuis l'accident, je entrevoyais un avenir au-delà des murs de l'hôpital. Ce ne serait pas facile, je le savais bien. Mes blessures prendraient du temps à guérir, et renouer les liens brisés serait un défi. Mais, pour la première fois, je me sentais prêt à l'affronter. L'isolement qui m'avait tant pesé auparavant commençait à se transformer en une sorte de cadeau. Il m'avait forcé à affronter des vérités sur moi-même et ma vie que j'avais longtemps évitées. Dans le silence de ma chambre, avec pour seule compagnie mes pensées et mon carnet, j'avais découvert une clarté insoupçonnée. Bien sûr, il y eut encore des moments sombres. Des nuits où la douleur devenait insupportable et la solitude oppressante. Des instants où j'aurais tout donné pour voir un visage familier, pour ressentir un geste réconfortant. Mais même dans ces moments, je m'accrochais à cet espoir nouvellement trouvé. Je relisais les pages écrites, me rappelant l'avenir vers lequel je m'efforçais de tendre. Les jours se transformèrent en semaines, et je commençais à observer de petits progrès. Je pouvais rester assis plus longtemps, me nourrir seul. Chaque petite victoire était monumentale, me rapprochant de la vie que j'avais imaginée dans mes écrits. Les infirmières remarquaient mon humeur en amélioration, la détermination dans mes yeux. Je me mis à échanger davantage avec le personnel hospitalier, m'intéressant à leur vie, à leur famille. J'appris l'histoire de Marie, l'infirmière de nuit dont le fils entrait à l'université à l'automne, et celle du docteur Chen, qui avait émigré de Chine enfant pour travailler dur et devenir médecin. Leurs récits me fascinaient, me rappelant la richesse des expériences humaines au-delà de mon univers étroit. Un matin, alors que je peinais à finir un bol de porridge, mon téléphone sonna. Le son me surprit, j'avais presque oublié que l'hôpital m'en avait fourni un pour remplacer celui détruit dans l'accident. Mon cœur s'emballa en le saisissant, partagé entre espoir et angoisse. Qui pouvait bien appeler? Mes parents?
Un ami? Lorsque je décrochai, j'eus l'impression de me tenir au bord d'un précipice. Quelle que soit la nouvelle qui m'attendait, je savais qu'elle influencerait le cours de ma convalescence et de ma vie. Je pris une profonde inspiration, me préparant à entendre ce que l'autre bout du fil avait à me dire. Ma main tremblait en tenant le combiné. Après des semaines de silence, j'entendis enfin une voix familière, celle de ma mère. Mais dès que ces mots parvinrent, l'espoir qui avait fleuri en moi se fana subitement. Mon chéri, nous sommes vraiment désolés de ne pas avoir pu venir te voir, commença-t-elle, sa voix trahissant une fausse gaieté que je connaissais trop bien. Tu sais comment est l'affaire familiale. L'événement annuel approche, et ton père travaille comme un fou pour que tout soit parfait. Je restai figé, stupéfait. La cérémonie des récompenses de l'entreprise familiale? Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas venir voir leur fils à l'hôpital. J'essayai de rétorquer, de demander s'il plaisantait, mais aucun mot ne sortit. Ma mère, apparemment inconsciente de mon choc, continua, c'est un événement crucial pour la société, tu comprends bien. Nous sommes en lice pour le prix de l'innovation dans les services financiers cette année. Ton père répète son discours depuis des semaines. Un froid glacial envahit mon corps, étouffant même la douleur persistante de mes blessures. Comment pouvait-il se montrer si indifférent? Maman, parvins-je finalement à articuler, je suis à l'hôpital depuis des semaines. J'ai failli mourir. Un silence pesant s'ensuivit, puis un soupir. Ne fais pas toute une histoire, mon chéri. Les médecins assurent que tu iras bien. Et tu sais combien ce prix compte pour ton père, pour nous tous. Pour nous tous, raisonnait-il, sauf pour moi, apparemment. De plus, poursuivit-elle d'un ton légèrement condescendant, tu es maintenant adulte. Tu n'as plus besoin qu'on te tienne la main à chaque petit contretemps. Petit contretemps? J'avais envie de crier. J'aurais voulu lui parler de la douleur, de la solitude, de la peur. De ces nuits blanches à me demander si quelqu'un se souciait de moi. Mais les mots se contentèrent de sortir, doucement, je comprends. Et c'est bien, mon garçon, dit-elle, soulagée. Je savais que tu comprendrais. L'affaire familiale est importante pour nous, n'est-ce pas? Tu ne vois pas d'inconvénient à ce que nous ne puissions pas venir immédiatement, n'est-ce pas? Je fermai les yeux, une larme glissant sur ma joue. D'accord, murmurai-je. L'affaire familiale est importante. Exactement, répliqua-t-elle, avec un sourire que j'entendais à travers le combiné. Oh, je dois y aller. Ton père attend que je relise son discours. Prends soin de toi, mon chéri. Nous essaierons de venir, bientôt. La ligne se coupa avant que je ne puisse répondre. Je laissai tomber le téléphone, indifférent à son fracas sur le sol. Le bip du moniteur me semblait plus moqueur que jamais, marquant le rythme d'une vie qui ne se souciait que de sa propre survie. Allongé là, fixant le plafond, j'essayais d'assimiler ce qui venait de se passer. La famille dans laquelle j'avais grandi, ces parents que j'avais tant admirés et tenté de satisfaire, venaient de clarifier leurs priorités. Et elles n'incluaient manifestement pas moi. Les souvenirs affluèrent alors, des scènes que j'avais reléguées au second plan. Les matchs de baseball manqués à cause de réunions d'affaires importantes. Les anniversaires oubliés à cause de retraites corporatives. Toujours à m'excuser, à leur dire de comprendre, d'être mature, de laisser l'entreprise familiale primer. Je repensais à toutes les fois où j'avais plaidé leur cause auprès de mes amis. Ils sont juste occupés, disais-je. Ils travaillent dur pour nous offrir une belle vie. Maintenant, ces excuses sonnaient creux. Une infirmière entra, sans doute alertée par l'accélération de mon rythme cardiaque. Elle ramassa le téléphone par terre, s'enquérant de mon état. Je hochai la tête machinalement, incapable de parler. Elle me lança un regard dubitatif avant de repartir après avoir vérifié mes constantes.
Une vague de colère monta en moi, intense et brûlante, dissipant la torpeur. J'avais envie de crier, de tout briser pour leur faire comprendre combien ils m'avaient blessé. Mais, immobilisé dans ce lit, rien ne pouvait m'en permettre, si ce n'est laisser la rage couler en silence. Je saisis mon carnet, déterminé à extérioriser ces émotions avant qu'elles ne me consument. Mon écriture se transforma en une course effrénée sur la page, des mots griffonnés à la hâte traduisant toute ma fureur et ma désillusion. « Comment ose-t-il » écrivis-je. « Comment ose-t-il prétendre que cela n'a rien, alors que j'ai failli mourir, et qu'il s'inquiète pour un stupide prix ?» Page après page se remplirent de ma douleur et de ma colère. J'y consignais chaque affront, chaque déception, chaque instant où je m'étais senti inférieur face à l'entreprise familiale. C'était, d'une certaine manière, une catharsis, reconnaître enfin ces sentiments que j'avais refoulés depuis si longtemps. Puis, alors que mes doigts commençaient à se crisper et que ma colère se dissipait peu à peu, je me surpris à écrire quelque chose d'inattendu, « J'en ai assez ». Ces mots, simples mais puissants, se dressaient sur la page. J'en avais assez de m'excuser pour eux, de toujours placer leurs priorités au-dessus des miennes, d'être le fils obéissant qui pardonnait toujours. Un calme étrange s'installa alors que j'acceptais cette vérité douloureuse. Cela faisait mal, ô combien cela faisait mal. Mais c'était aussi une forme de libération. Pour la première fois, je me sentais autorisée à penser à moi-même sans culpabilité. Je repensais aux écrits des jours précédents, aux rêves d'un avenir différent. Maintenant, je comprenais que j'avais la chance de bâtir cette vie, libre des attentes oppressantes de mes parents. Ce ne serait pas simple, j'avais été élevée pour rechercher leur approbation en tout, mais il était temps d'essayer. La nuit tomba à nouveau, tandis que l'hôpital se faisait silencieux, je me promis que, dès ma sortie, les choses changeraient. Je ne retournerai plus à l'ancienne vie. Fini de sacrifier mes besoins et mes rêves pour l'entreprise familiale. Fini de troquer mon bonheur contre leur ambition. Je repris le téléphone, posé par l'infirmière sur la table de chevet. Pendant un court instant, mon doigt hésita sur le numéro de mes parents. Puis, résolument, je le supprimai. Un petit acte de défi, mais chargé de sens. À la place, j'ouvris ma liste de contacts et fis défiler de vieux numéros d'anciens amis que j'avais perdus de vue, des cousins rencontrés uniquement lors de réunions obligatoires. Un à un, j'envoyai un message simple, « Salut, j'ai eu un accident. Un peu de compagnie ne ferait pas de mal si tu es disponible. » En appuyant sur « Envoyer » pour le dernier message, une lueur d'espoir s'alluma en moi. Peut-être qu'au milieu de tous ces visages, quelqu'un aurait envie de venir me voir. Peut-être pourrais-je enfin constituer le réseau de soutien qui m'avait tant manqué. Je me laissai retomber contre mes oreillers, épuisé mais étrangement en paix. Demain apporterait son lot de défis, je le savais bien. La douleur et le chagrin ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Mais, pour la première fois depuis cet appel glacial, j'avais l'impression de pouvoir les affronter. Au moment où je sombrais à nouveau dans le sommeil, mon esprit se tournait déjà vers l'avenir. Un avenir où je définirais ma propre valeur, non en fonction de l'approbation de mes parents ou du succès de l'entreprise familiale, mais selon mes propres termes. Une pensée effrayante et exaltante à la fois. Le lendemain de cet appel froid, je me réveillai avec un sentiment de vide étrange. La colère de la nuit précédente s'était atténuée, laissant place à une douleur sourde dans la poitrine, qui n'avait rien à voir avec mes blessures physiques. Je fixai le plafond, laissant mon regard suivre les motifs familiers, rassemblant mes forces pour affronter une nouvelle journée dans cette chambre aseptisée. Un léger coup frappé à la porte me sortit de mes pensées. C'était Michel, mon kinésithérapeute, arborant son sourire habituel. « Bonjour, champion », dit-il en roulant un petit téléviseur dans la pièce. Je me suis dit que ça te ferait changer d'air, même virtuellement. Je réussis un faible sourire en retour. Michel avait été une source constante de positivité durant mon séjour,
et j'appréciais ses efforts, même si je ne pouvais égaler son entrain aujourd'hui. Il installa le téléviseur, feuilletant les chaînes avant de s'arrêter sur une station d'information. Voilà, dit-il, une fenêtre sur le monde extérieur. Ça devrait te changer les idées un peu. Avant de partir, il me donna une tape amicale sur l'épaule, promettant de revenir plus tard pour notre séance de rééducation. Allongé là, écoutant à moitié le présentateur, mon esprit revenait sans cesse à la conversation avec ma mère. La nouvelle se transforma en un segment consacré aux entreprises locales, et j'étais sur le point de demander à l'infirmière de changer de chaîne lorsqu'un nom familier attira mon attention. Et maintenant, nous nous tournons vers la cérémonie annuelle des prix d'excellence des entreprises de la Nouvelle-France, annonça le journaliste. Cette année, la remise des prix, qui se tient au Palais des Congrès de Paris, a vu certaines des plus grandes entreprises de la région se disputer la reconnaissance. Mon cœur s'emballa en voyant l'image d'une salle de bal étincelante. Je reconnus aussitôt l'endroit. J'avais assisté à ces cérémonies avec mes parents depuis toujours mal à l'aise dans mon costume trop serré, forçant un sourire pour la caméra et les partenaires d'affaires potentiels. Et là, en plein centre de l'écran, ils étaient. Mes parents, rayonnants, souriant de toute leur force. Mon père, dans son plus bel habit, ses cheveux poivre et sel parfaitement coiffés. Ma mère, resplendissante dans une robe de créateur, dont le sourire éblouissait même à travers l'écran. Ils semblaient heureux, fiers, totalement insouciants des inquiétudes. Le moment fort de la soirée, poursuivit le reporter, fut le prix d'innovation dans les services financiers, décerné à Dubois Entreprises pour leur travail révolutionnaire en matière de stratégie d'investissement durable. La caméra se focalisa sur mon père qui, montant sur scène, accepta le prix avec une modestie maîtrisée que je connaissais trop bien. « C'est un honneur immense », déclara-t-il d'une voix rassurée, « chez Dubois Entreprises, nous avons toujours cru que l'innovation est la clé du succès, non seulement pour notre société, mais pour notre communauté et pour le monde. » Je sentis la nausée monter alors que je l'écoutais réciter ce discours qu'il avait répété maintes fois lors des dîners de famille. Combien de fois avais-je entendu ces mêmes mots, détournant mes tentatives de conversation pour perfectionner son allocution? Nous n'aurions jamais pu réussir sans le dévouement de toute notre équipe, ajouta-t-il. Et, bien sûr, sans le soutien indéfectible de ma famille. La caméra se tourna vers ma mère, qui hocha la tête, ses yeux étincelants de fierté. Un rire nerveux monta en moi. Un soutien indéfectible de la famille? Où était-ce lorsque je gisais, brisé et seul, dans ce lit d'hôpital? La pièce me sembla trop exiguë, l'air trop rare. J'avais envie de crier, de lancer quelque chose contre le téléviseur, de leur faire comprendre ma détresse. Mais je ne pouvais bouger. Prisonnier non seulement de mes blessures, mais aussi du poids écrasant d'années de déception et d'attente. Je regardais, de plus en plus détaché, mes parents s'affairer dans la salle, serrant des mains et échangeant des félicitations. Ils étaient chez eux dans cet univers, baignés dans la lumière de la réussite et de l'admiration. Le segment se termina et le journal reprit, mais je n'écoutais plus. Mon esprit se débattait pour concilier l'image des parents souriants à l'écran avec ceux qui, quelques jours plus tôt, avaient négligé de me rendre visite à l'hôpital. Avait-il toujours été ainsi? Ou étais-je simplement trop aveugle pour le voir? Je repensais à mon enfance, à ces moments où j'avais tant cherché leur attention, leur approbation. Combien de pièces de théâtre scolaire avais-je joué en espérant apercevoir leur visage dans le public? Combien de bulletins scolaires avais-je fièrement brandis, pour n'être accueilli que par un hochement de tête distrait et un « c'est bien, mon chéri » murmuré? Pourtant, j'avais toujours trouvé des excuses pour eux. Ils étaient occupés, ils travaillaient dur pour nous offrir une vie meilleure. Maintenant, les voir briller à la télévision nationale alors que je me sentais oublié dans un lit d'hôpital, ces excuses ne résonnaient plus. Je pris mon carnet, déterminé à comprendre cette nouvelle vague d'émotions. Mais en l'ouvrant, je m'arrêtai.
Au lieu de retrouver les griffonnages en colère d'hier, j'y découvris une écriture calme, presque détachée. Ils ne changeront pas, inscrivis-je. Voilà qui ils sont. La vraie question est, qui vais-je devenir? Cette révélation m'ébranla. Pendant si longtemps, je m'étais défini par leur regard leur fils, leur héritier, l'avenir de Dubois Entreprises. Mais, en les voyant célébrer à la télévision, j'avais compris qu'il me fallait tracer ma propre voie. Je repensais aux messages envoyés la veille à d'anciens amis et connaissances. Mon téléphone était resté muet toute la matinée, et la déception me pesa. Puis, comme par magie, il vibra à nouveau avec un nouveau message. Salut mec, je viens de lire ton message. Vraiment désolé pour ton accident. Je suis en ville ce week-end, tu veux que je passe, disait-il, signé par Alex, un ami d'université avec qui j'avais perdu contact après la remise des diplômes. Malgré la distance qui nous séparait, sa proposition réchauffa mon cœur. En rédigeant une réponse pleine de gratitude, je sentis en moi un changement s'opérer. Peut-être que la famille dont j'avais besoin n'était pas celle dans laquelle je naissais, mais celle que je choisissais. Peut-être était-il temps de bâtir de véritables liens, fondés sur l'affection sincère plutôt que sur l'obligation. Le téléviseur continuait de diffuser des images, mais je n'y prêtais plus attention. Je me replongeais dans mon carnet, cette fois pour écrire sur l'avenir, non sur le passé. Quel avenir voulais-je? Qui voulais-je devenir? Pour la première fois depuis l'accident, un frisson d'excitation m'envahit. L'idée de redéfinir ma vie, de me détacher des attentes imposées par mes parents, me paraissait à la fois effrayante et exaltante. Le chemin à parcourir restait incertain, mais il était enfin le mien à tracer. Le lendemain, après avoir pris ma décision de m'éloigner de l'entreprise familiale, une étrange quiétude s'installa en moi. Le téléphone cessait de sonner, mes parents avaient peut-être enfin compris, ou étaient absorbés par la gestion de la crise. Dans ce silence, j'avais trouvé l'espace nécessaire pour réfléchir, planifier et rêver d'un avenir qui m'appartenait entièrement. Ma routine à l'hôpital prit alors une signification nouvelle. Chaque séance de rééducation avec Michel était une marche vers non seulement la guérison physique, mais aussi vers la construction d'une nouvelle vie. La douleur demeurait, rappel constant de la distance à parcourir, mais elle ne semblait plus insurmontable. Tu fais de beaux progrès, me dit un après-midi Michel, alors que je luttais sur un exercice particulièrement ardu. Mais n'oublie pas, la guérison, ce n'est pas que du corps. Comment te sens-tu par ici, en tapotant sa tempe d'un geste complice? Je réfléchis un instant. Je me sens mieux que je ne le pensais, en fait. C'est comme si je pouvais enfin respirer à nouveau. Michel hocha la tête, esquissant un sourire entendu. La liberté a cet effet sur nous. Même si elle vient avec ses propres défis. Les jours s'écoulèrent, et j'attendais avec impatience ces séances, pas seulement pour retrouver la mobilité, mais pour ces moments de lucidité partagés. Michel était bien plus qu'un thérapeute, il était devenu un ami, un confident, celui qui voyait en moi bien au-delà d'un fils de Dubois Entreprises. Un matin, alors que je peinais à manger mon bol de porridge, une infirmière arriva avec une pile d'enveloppes. On dirait que tu as des admirateurs, plaisanta-t-elle en les déposant sur ma table de chevet. Intrigué, je les ouvris une à une et sentis une boule se former dans ma gorge. Elle venait d'employés de Dubois Entreprises, pas des cadres supérieurs, ni des membres du conseil, mais ces travailleurs ordinaires que j'avais croisés lors de quelques brèves visites. Des personnes dont je n'avais même pas connu le nom. Leurs mots débordaient de gratitude et de soutien.
Beaucoup avaient lu mon communiqué de rupture avec l'entreprise, et plutôt que de me condamner, ils exprimaient compréhension et même admiration. Il faut du courage pour défendre ses convictions, disait l'une des lettres. Ton honnêteté nous a inspirés à repenser notre rôle au sein de l'entreprise. En parcourant ces messages, une multitude d'émotions m'envahit, la culpabilité de penser aux répercussions sur les employés, la fierté d'avoir pris une décision qui semblait toucher bien des cœurs, et une détermination renouvelée. Peut-être pouvais-je faire une différence, créer un changement positif, sans être lié à l'entreprise familiale. Ce soir-là, je repris mon carnet et me mis à écrire, cette fois en imaginant le futur. Quel genre de vie voulais-je bâtir? Quelles valeurs souhaitais-je défendre? Comment pourrais-je utiliser mes expériences, bonnes ou mauvaises, pour forger quelque chose de significatif? Les mots se mirent en place et une idée prit forme. Une fondation. Un réseau de soutien destiné à ceux qui désirent une transition professionnelle éthique. Des ressources, des conseils, des formations. Plus j'écrivais, plus mon enthousiasme grandissait. C'était un projet dans lequel je pourrais investir mon énergie, en utilisant mon expérience et mes contacts, tout en me libérant de l'emprise de l'entreprise familiale. Le lendemain, lors de ma séance avec Michel, je partageai mon idée. Son visage s'illumina à l'écoute de ma vision. Voilà qui promet, dit-il. Ça ressemble vraiment à un avenir pour lequel il vaut la peine de se battre. Les semaines qui suivirent virent la concrétisation progressive de ce projet. Je contactai certains des employés qui m'avaient écrit, sollicitant leurs avis et leur aide. Leur enthousiasme était palpable, que ce soit par courriel ou au téléphone. Beaucoup se proposèrent d'aider, partageant leurs expériences et compétences. Bien sûr, tout ne fut pas sans embûches. Il y eut des moments de doute, des instants où l'ampleur de la tâche paraissait insurmontable. Les journaux continuaient de rapporter l'enquête sur Dubois Entreprises, chaque manchette rappelant le monde dont je voulais m'éloigner. Mes parents tentèrent encore de me joindre, leurs messages oscillant entre supplications et exigences. Mais jour après jour, il me devenait plus facile de rester ferme dans ma décision. Je ne les excluais pas complètement, je savais qu'un jour, il faudrait parler longuement de notre relation. Mais pour l'heure, j'avais besoin de cet espace pour grandir, pour devenir la personne que j'aspirais à être, loin de leur ombre. À l'approche de ma sortie, un mélange d'excitation et d'appréhension m'envahit. L'hôpital, malgré son ambiance aseptisée et ses rappels douloureux, était devenu un cocon, un havre où je pouvais guérir et rêver. Le monde réel, avec ses complexités, m'attendait dehors. La veille de mon départ, j'eus la visite inattendue du docteur Chen, le chirurgien qui m'avait opéré à mon arrivée. Je voulais voir comment tu allais avant ton départ, dit-il, ses yeux bienveillants se plissant en un sourire. Tu as parcouru un long chemin, je le remerciai, ressentant une profonde gratitude envers tout le personnel médical qui avait veillé sur moi. Je ne crois pas l'avoir jamais assez remercié pour m'avoir sauvé la vie, dis-je. Il secoua la tête. Nous t'avons donné les moyens, mais c'est toi qui as fait le travail. Et d'après ce que j'entends, tu n'as pas fini de nous surprendre. Je le regardai, surpris. Il rit doucement en voyant mon expression. La nouvelle circule, dit-il. Ton projet de fondation est prometteur, important même. Si jamais tu as besoin de conseils médicaux ou de contacts, n'hésite pas à me solliciter. En le voyant partir, je ressentis une détermination renouvelée.
C'était une nouvelle preuve qu'il existait des personnes prêtes à aider, à faire une différence. Le matin de mon départ fut lumineux. En rassemblant mes quelques affaires, mon carnet désormais rempli de plans et d'idées, les lettres des employés, quelques objets personnels, je compris que je ne faisais pas que plier mes bagages, mais que je mettais fin à une ancienne vie pour en accueillir une nouvelle. Michel vint me voir alors que je m'apprêtais à quitter la chambre. « C'est le moment, dit-il, appuyé contre le cadre de la porte. Prêt à affronter le monde ? » Je respirai profondément, observant cette pièce qui avait été mon refuge pendant tant de semaines. « Aussi près que possible, répondis-je. Il s'avança, tendant la main. Plutôt que de la serrer, je la tirai dans une étreinte chaleureuse. « Merci, murmurai-je, la voix chargée d'émotion. Pour tout. » En quittant l'hôpital, appuyé sur ma canne mais avançant de ma propre volonté, je sentis le soleil chaleureux de Paris caresser mon visage. La ville s'étendait devant moi, familière et pourtant transformée. Je savais que le chemin serait semé d'embûches, de revers et de doutes. L'ombre de Dubois Entreprises et des attentes parentales ne disparaîtrait pas du jour au lendemain. Mais pour la première fois, je me sentais véritablement libre. Libre de faire mes propres choix, de tracer mon propre chemin. En hélant un taxi pour me conduire à mon appartement, un sentiment d'excitation, longtemps oublié, m'envahit. Ce n'était pas une fin, je compris. C'était un commencement. Une nouvelle aube, riche en possibilités, et j'étais prêt à en savourer chaque instant. Le taxi s'éloigna du trottoir, m'emmenant vers mon futur. Tandis que l'hôpital se rétrécissait dans le rétroviseur, un léger sourire se dessina sur mes lèvres. L'avenir était incertain, mais une chose était sûre, c'était à moi de l'écrire. Et cela, je le savais, était la plus belle révélation de toutes.